Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette leçon, je viens parler de Pluton. Parce que Pluton, en ce mois d'octobre 2025, a repris son mouvement direct après sa rétrogradation, comme d'habitude, mi-octobre. Et fin octobre, il a commencé à reprendre son mouvement direct à son rythme normal, parce qu'il est resté un temps stationnaire comme d'habitude, à 1 degré et quelques du signe Verseau. Cette reprise du mouvement direct en octobre 2025 est importante et je viens t'expliquer pourquoi. Pluton est entré pour la première fois en Verseau le 23 mars 2023. Il n'est jamais allé au-delà du degré 0 Verseau à ce moment-là et dans sa rétrogradation de l'année, il est revenu même en Capricorne. Ensuite, en janvier 2024, il est entré une deuxième fois en Verseau. Il est arrivé au degré 2 du signe, puis il a rétrogradé et il est revenu à nouveau, pour la dernière fois cette fois-ci, en Capricorne. Depuis sa première entrée dans le signe, celle-ci est la première fois que Pluton rétrograde uniquement en Verseau. Il n'est plus du tout repassé en Capricorne. Et que veut dire ceci ? Eh bien qu'après une période de transition, de passage, avec ses allers-retours entre les 29 degrés Capricorne, les 0 degrés Verseau, un degré super important du zodiaque, ce 0 degré Verseau, puisque c'est là que Jupiter et Saturne ont démarré leur présent cycle en décembre 2020. Bon, après cette transition de clôture et fin Capricorne et de début Verseau, nous avons officiellement entamé la phase des révélations de l'ombre plutonienne dans son transit en Verseau. Et tu me diras, comment ça, les révélations de l'ombre plutonienne ? Écoute, tu te souviens peut-être que dès que Pluton est entré en Verseau, donc en mars 2023, la toile astropop s'est super emballée avec l'ère Verseau tant annoncé qui arrivait enfin de la main de Pluton dans le signe. Moi, déjà à l'époque, et à plusieurs reprises depuis, je me suis prononcée sur cet engouement et j'ai précisé que ce n'était pas une information de bonne qualité. Pluton dans son transit procède par étapes. Et la toute première étape de Pluton dans un signe, lorsqu'il est vraiment entré dans le signe, est de révéler l'ombre du dit signe. C'est-à-dire mettre en lumière, pour nous permettre de l'identifier, ce qui est prêt à être composté. Ceci fait partie des caractéristiques du transit de Pluton en début du cycle dans n'importe quel signe. Révéler pour transmuter. Maintenant que Pluton est passé en mouvement direct après une rétrogradation full Verseau, je pense qu'on peut tous regarder en arrière et identifier comment l'ombre Verseau se révèle de plus en plus puissamment à nous. À un niveau individuel, l'ombre du signe Verseau se caractérise par plusieurs aspects complexes et profonds qui vont au-delà des clichés superficiels. Et bien sûr qu'il faut toujours tenir compte l'expérience de l'individu, son moment évolutif, le parcours que cette personne a eu, ok ? Mais de manière générale, cette ombre peut se manifester par un entêtement rigide pour atteindre une originalité qui devient alors excentrique et sert à masquer les vraies questions intérieures et éviter la profondeur émotionnelle. Parce qu'il y a dans l'ombre Verseau cette tendance à éviter la connexion émotionnelle. Et ceci va faire encore plus sens plus tard dans cette leçon quand je vais aborder d'autres thématiques plus de type collectif. Juste retiens ça. Cette ombre se traduit aussi par une difficulté à exprimer les émotions, une tendance à se couper des ressentis pour préserver l'image d'indépendance et de liberté absolue. Ce dernier terme est très Verseau d'ailleurs. Verseau peut alors porter un masque de conformisme malgré son désir d'être différent et subir la pression sociale tout en résistant avec une force obstinée parce que, oh my God, pouvons-nous parler du côté entêté qui lui vient de sa modalité fixe du signe Verseau. Donc bon, cette partie de déconnexion émotionnelle, elle est importante, ce qui fait que cette part d'ombre est aussi reliée à l'auto-exclusion et la solitude qui, pour certains Verseaux, c'est le prix inévitable à payer dans leur quête d'individualité et de liberté, mais attention que Verseau est un signe d'air. Cet archétype porte en lui de l'énergie relationnelle, sociale. Donc en fait, l'exclusion et la solitude vont à l'encontre de la nature archétypale du signe, même si
Certains individus de ce signe trouvent les bonnes raisons pour se justifier que non, que bon, je suis seul, mais parce que je suis différent, ou personne ne me comprend, je ne fais pas partie de ce monde, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a, à un niveau personnel, cette lutte intérieure entre la liberté radicale que le signe cherche par définition, la difficulté à gérer l'émotionnel et les liens sociaux qui vont avec, parce que forcément, quand on est en lien socialement, il y a des émotions, il y a des affects, non? Et donc cette ombre qui se manifeste comme un repli sur une originalité non comprise ou une froideur distante qui en fait cache une vulnérabilité profonde, dont Verseau a très peur. À un niveau collectif, l'ombre Verseau s'exprime par une dualité entre le potentiel d'innovation collective, donc la force du collectif d'une certaine façon, et la très forte tendance à l'isolement émotionnel individuel. Verseau incarne la libération de modèles et de cadres sociaux imposés et l'individualité faite au nom du collectif. Mais lorsqu'elle se traduit par une forme de détachement ou d'éloignement des ressentis émotionnels, des liens affectifs et sociaux, elle bascule de ce côté obscur. Cette ombre collective prend alors la forme d'une pulsion à vouloir réinventer le monde tout en méprisant des dimensions fondamentales de l'humanité comme sont les émotions, les relations, les vraies, les authentiques, pas les commerciales, et la spiritualité. Ceci provoque de la fragmentation sociale due à la séparation et à l'incompréhension. Et là, l'ombre Verseau se manifeste par une tendance à vouloir contrôler ou imposer des visions de changement de manière rigide, au risque de diviser plutôt que d'unir. Mais les ressources pour dépasser l'isolement et l'auto-exclusion se trouvent dans le contact à l'autre, dans le lien à l'autre, dans l'écoute, dans l'ouverture, dans la souplesse et dans cette réconciliation de la notion de progrès avec la relation humaine, la dimension humaine. Le défi est donc de promouvoir l'affranchissement et le progrès, la liberté et la nouveauté, tout en préservant et en cultivant l'empathie et l'inclusion dans le groupe. On retrouve dans l'ombre Verseau une tension entre l'aspiration à la liberté individuelle et la responsabilité envers le tissu social dont l'individu fait partie. Et puis, il y a cette expression très concrète dans la 3D de ce code et les approches techno-progressistes et transhumanistes qui prennent beaucoup d'essor, notamment depuis l'entrée de Pluton en Verseau, mais qui sont en mode en pleine vitesse ces derniers mois. Entre 2023 et 2025, ces tendances se matérialisent à travers une série croissante de manifestations collectives, des conférences, des débats, des expositions, des rassemblements autour de l'impact de la technologie sur la vie humaine et sociale. Ces tendances qui sont poussées, et quand je dis poussées, je veux dire financées par la Big Tech, les géants du numérique, suscitent une réaction ambivalente et contrastée dans le grand public, pour nous appeler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elles intriguent et fascinent autant qu'elles inquiètent et divisent. D'un côté, il y a la promesse de dépasser les limites biologiques humaines par la technologie. Et ceci est vu par une part de la population comme un formidable progrès pour la médecine et la santé, notamment avec ces biotechnologies, les implants neuronaux, la médecine prédictive. Nombreuses sont les personnes dans le monde qui y voient la possibilité de restaurer des capacités perdues, d'allonger la durée de la vie et d'accéder à des soins personnalisés plus efficaces. Et nous avons déjà des manifestations de ceci, même si plutôt timides jusqu'ici. En revanche, il y a l'autre côté, l'autre face de la monnaie, et l'idée d'un humain augmenté qui pose des risques majeurs pour l'éthique, l'égalité sociale et, attention, super important, compte tenu des transits que nous avons eus en 2025 et des transits qui arrivent en 2026, cette conjonction à 0 degré Bélier, Saturne-Neptune. J'avais déjà évoqué cette thématique dans une de mes astroletters. Je pense que c'était dans l'astroletter Bélier 2025. C'est l'identité humaine qui est en jeu ici. Pour ces personnes qui avons des problèmes
de type éthique par rapport à l'essor du transhumanisme et des approches techno-progressistes. Et je dis avant parce que je m'inclus dans ce groupe, non pas que je refuse toute technologie, mais que pour moi, il est super important qu'on sache lui donner la place qui lui correspond dans ce système dans lequel elle vient s'insérer. Et je constate que ce n'est pas le cas, donc je ne suis pas d'accord. Donc celle-là est une des critiques, en tout cas une des critiques qui vient de moi. Il y a d'autres critiques de cette tendance transhumaniste, comme par exemple le potentiel de contrôle social, de marchandisation du vivant. Cette logique malsaine et totalement irrespectueuse de l'humain, de performance et d'optimisation permanente. Et là, pour le coup, nous avons de très solides manifestations. En faisant mes recherches pour écrire ce contenu, je suis tombée sur l'association française transhumaniste, qui s'appelle Technoprog, et qui se définit comme suit. Technoprog interpelle la société sur les questionnements relatifs aux mutations actuelles de la condition biologique et sociale de l'humain. Son objectif est d'améliorer cette condition, notamment en allongeant radicalement la durée de vie en bonne santé. Ils ont d'ailleurs un article qu'ils ont publié fin septembre 2025, parce que j'ai quand même pas mal fouillé dans la page pour comprendre, qui s'intitule « La mort de la mort ». Tiens donc. Et celui-ci est un argument transhumaniste très fort, car le transhumanisme rejette la condition de la mort. C'est pour cela qu'il propose un avenir de plastique et de métal, avec lesquels il compte profaner la biologie humaine. Pour ceux qui étudions et connaissons le lien de l'invisible avec le visible, la dimension métaphysique des événements physiques, nous savons que cette question transhumaniste n'est pas uniquement technologique ou politique, mais symbolique et spirituelle. Derrière les innovations, c'est un mythe ancien qui se rejoue, celui de l'être humain qui veut égaler les dieux, dépasser sa condition humaine qu'il considère inférieure et vaincre la mort. Ce n'est pas la première fois que l'humanité se confronte à cette tentation prométhéenne. Et nous avons déjà eu entre nos mains, par le passé, de très puissants outils pour y parvenir. On veut nous vendre que c'est aujourd'hui que nous avons une technologie de ouf, mais comparé à des époques antérieures, dont la science matérialiste et l'histoire officielle ne parlent pas, nous sommes loin encore d'arriver à ces progrès technologiques. Par le passé, les conséquences de vouloir jouer à Dieu ont été catastrophiques. Parce que dans le mystère de la mort, messieurs, mesdames, Starbabes, souvenez-vous, gît le mystère de l'âme et celui qui fait la guerre à la mort, symboliquement, spirituellement, fait la guerre à l'âme. Ces jours-ci, je lisais la newsletter de Daniel Giamario et il abordait cette thématique parmi d'autres et il écrivait « Heureusement, de plus en plus de gens prennent conscience de cette grande menace qui pèse sur une humanité authentique et organique en restant connectés à l'esprit, à l'âme, au cœur, à Dieu. La morale et l'éthique n'ont pas évolué aussi vite que le soi-disant progrès technologique, une situation contre laquelle tant de maîtres spirituels nous ont mis en garde. Grave qu'ils nous ont mis en garde. Je continue à lire. Une chose est claire pour moi. Le chaos et la confusion sont tout à fait prévisibles à ce tournant majeur. Cette ombre du Verseau qui grandit rapidement et semble imparable ne peut être affrontée que de manière claire et consciente. Aucun bypass spirituel ne pourra réussir. J'ai un peu de frisson presque quand je relis à nouveau ce petit paragraphe. Je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Aucun bypass ne pourra réussir. Pluton en transit en Verseau accompagne ce passage collectif. Il déterre les illusions de progrès pour révéler ce qui se cache derrière. Et qu'est-ce qui se cache derrière, messieurs, mesdames? La peur de la finitude, le refus du mystère et la fascination du contrôle. Dans ce processus, chacun de nous est et sera confronté à sa propre part d'ombre, c'est-à-dire celle qui veut dominer plutôt que transformer, celle qui veut contrôler plutôt que vivre et permettre, que ces expressions sont des petites résonances symboliques avec cette
grande idée de vouloir exister sans âme plutôt que mourir vivant. Moi, je voudrais bien que tu prennes le temps de réfléchir à ces propos que je viens de tenir. En fait, à ce que je suis ici en train de partager avec toi. Parce que c'est très facile, en fait, de dire « ouais, critiquer à l'extérieur et non, je ne suis pas d'accord ». Et moi-même, je suis dans cette démarche. Il faut communiquer notre désaccord. Mais il faut aussi voir comment nous sommes dans cette démarche de refuser la mort dans notre quotidien, dans notre vie, quand il arrive une situation et que nous devons accepter une fin, que nous devons accepter une transformation, que nous devons accompagner une mue intérieure, observer la tendance que nous avons à résister à tout cela, la noter, la conscientiser pour pouvoir la vivre autrement. Que dans ces processus, nous aussi, nous sommes en train de soutenir un égrégore anti-mort. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires « Ah oui, j'ai totalement compris, je vois ce que tu veux dire, ça me parle trop, je vois les résonances. » Ou si ça se trouve, tu n'as rien compris et j'aimerais bien aussi savoir pour voir si je peux te l'expliquer autrement. Dans tous les cas, dans cette conscientisation, de comment ce mystère se présente à nous régulièrement, même dans nos vies et nos décisions quotidiennes. On n'est pas obligé d'être face à quelqu'un qui est en train de mourir pour être confronté au mystère de la mort. C'est ça en fait ce que je cherche à transmettre. Que le mystère de la mort se trouve derrière une rupture par exemple. Le mystère de la mort se trouve derrière n'importe quel deuil. Et que bien sûr, nous pouvons étudier les textes d'ésotérique ancienne, nous pouvons lire les maîtres en métaphysique et tout ça. Et d'ailleurs, dans l'espace éducatif, dans le programme Architecte de ma vie, moi je propose un accompagnement au travers des voyages de Vénus, des cycles de Vénus avec le Soleil, pour étudier ces mystères, ok ? Mais au final, comment nous transposons ces enseignements dans notre vie réelle, c'est ça ce qui a de la valeur. Comment nous comprenons, comment nous aussi nous participons à créer un certain égrégore anti-mort quand nous sommes en train de résister les passages et les transformations, les transmutations dans nos vies. Là, il y a un apprentissage et une révélation importante pour nous. Et que le défi présent dans tout ce que nous sommes en train de vivre est de retrouver la dignité de l'humain. Pas un humain augmenté, mais un humain éveillé. Et cela passe obligatoirement par la reconquête de l'intériorité, par la reconnexion à l'esprit, au divin, à la nature, aux valeurs immuables qui font de nous des êtres vivants et non des interfaces. Ce que révèlent ces avancées technologiques, c'est une tentation assez cruelle, je dirais, de transcender notre propre nature, de repousser la mort du corps sans reconnaître la véritable mort qui menace l'âme, celle de notre authenticité profonde, celle de notre essence divine. L'histoire de l'humanité nous enseigne que notre vraie grandeur réside dans la capacité à évoluer par l'expérience. Et dans l'expérience, il y a la sensation, parce que nous sommes faits de chair. Il y a l'émotion, parce que la sensation éveille cela en nous, les émotions. Il y a les ressentis, il y a les affects. Donc obligatoirement, il va y avoir la tristesse, il va y avoir la douleur, ces émotions dites négatives qui ne font que nous rappeler la grandeur de notre dimension spirituelle. Le véritable progrès n'est pas dans la manipulation de la matière, mais dans la reconnaissance de notre dignité innée en tant qu'être incarné. L'aventure de l'âme n'est pas de devenir un simple mécanisme d'emmagasinement de capacités augmentées, c'est quoi ça? Mais de manifester cette conscience qui transcende la matière, cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Le défi est donc clair, préserver la dimension sacrée de notre humanité afin que cette guerre contre la mort du corps ne devienne pas la mort de l'âme.